Je vais juste vous présenter rapidement Monsieur Serge Thomaset, qui vient d'arriver, non pas de Clermont-Ferrand, comme vous auriez pu le faire, mais de Lille. Mais normalement, vous êtes plutôt effectivement basé à Clermont-Ferrand. Vous êtes enseignant-chercheur. Vous étiez à l'INSPE, précisément de Clermont-Auvergne, au laboratoire Acté, qui a beaucoup travaillé, œuvré et continue d'ailleurs à œuvrer sur la société inclusive, sur les besoins particuliers, sur des questions d'évaluation, d'enseignement, sur les questions d'accompagnement. Voilà, le métier d'enseignant, pardon. Je ne serai pas plus long pour vous présenter, donc on va vous laisser la parole et vous voyez, on a souhaité vous faire venir à ce moment-là et après ce temps de nos deux étudiants qui vous ont parlé et exprimé de le ressenti qui est le leur, de ce parcours, le parcours qu'ils ont pu rencontrer et qu'ils même rencontrent encore aujourd'hui. Donc, nous souhaitions justement avec vous revenir sur cette question de coopération. Comment faire pour coopérer, pour que le parcours des étudiants, le parcours des jeunes en situation de handicap puisse évoluer dans le bon sens. Merci beaucoup Alain Bourg, merci à Amandine Fallou pour l'invitation. Effectivement, j'ai travaillé sur ces questions de coopération. Est-ce que vous m'entendez bien ? J'ai travaillé sur ces questions de coopération en contexte scolaire, mais aussi avec le secteur médico-social. C'est ce qui m'a permis effectivement de venir vers vous et de me dire que peut-être dans le cadre de vos échanges sur l'université inclusive, je pourrais apporter un regard. Ce regard, c'est celui aussi des sciences de l'éducation. Notre laboratoire, c'est un laboratoire de sciences de l'éducation. C'est important pour moi pour plusieurs raisons. D'abord parce que les sciences de l'éducation s'écrivent au pluriel et qu'on mobilise des savoirs qui peuvent être empruntés à de très nombreux domaines. Et sur des questions comme les nôtres autour de la société inclusive, la complexité va avoir du mal à trouver une réponse dans un seul champ scientifique. C'est important pour moi aussi les sciences de l'éducation, notamment celles qu'on travaille dans mon laboratoire, mais aussi dans d'autres, parce que on a, et ça l'a bien été dit dans la table ronde, on a ce devoir de passer d'une identification des besoins de nos étudiants aux besoins des professionnels. Et ça, c'est encore largement à faire. Donc, je vais m'adresser à vous au carré, c'est-à-dire que je pense qu'on peut discuter de belles choses tous ensemble, on va dire entre spécialistes, entre guillemets, à divers titres, parce que on vit le handicap ou parce que on travaille sur des questions qui sont liées au handicap, on est tous spécialistes quelque part, mais aussi parce que, et je crois que ça a été dit dans le cadre de la présentation sur le Crous, Sophie Cousineau, il y a aussi on a un enjeu de formation, d'aide, d'accompagnement de tous les personnels, et je vais dire un mot là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, si pour moi le partenariat est un outil pour créer une société inclusive, reste à savoir quand même où on veut aller. Sinon, on va pas pouvoir y aller, même en partenariat. Un point en préalable à nouveau, je crois qu'on est tous là parce que on veut améliorer les choses. Mais ce serait malhonnête de ne pas considérer tout ce qui a déjà été fait. Si on n'en était pas convaincu, la table ronde tout à l'heure, je pense, peut nous aider largement à voir tout le travail fait dans de multiples domaines, dans des logiques encore peu cohérentes, mais peut-être au bon sens du terme, parce que chaque université, chaque association se cherche, crée, innove, et donc on a un foisonnement avec le risque aussi de contribuer à fabriquer nos millefeuilles
Hein. Je vous mets au défi tous, et moi en premier, d'identifier l'ensemble des dispositifs, structures, associations qui accompagnent nos affaires. Donc ça aussi, ça sera une préoccupation, hein, au-delà des enjeux individuels, qu'on puisse construire quelque chose qui est un peu lisible de l'extérieur. Donc je disais revenir peut-être sur le projet inclusif. Vous y avez travaillé, Alain Bourg me l'avait dit, sur les années précédentes, sur la pédagogie, sur un certain nombre de dimensions. Juste 3 mots ou trois phrases. Le projet inclusif ne se limite pas à l'inclusion. On parle plus souvent d'inclusion, de projet inclusif, mais on le sait, les mots font les choses. Hein. Et quand, à l'instant, Cyrus disait « je suis le seul à porter le poids de mon inclusion », on est bien dans une logique où la personne est a priori extérieure et on travaille à l'inclure. Et on n'est pas dans une université inclusive, on n'est pas dans une société inclusive. Donc porter, comme le dit Charles Gardou par exemple, hein, j'y reviendrai, mais une logique où l'inclusion n'est pas un nom, mais traité comme un adjectif. Deuxièmement, et ça c'est une vraie question, me semble-t-il, qu'on pourra travailler. Est-ce qu'on peut imaginer que le projet inclusif nous amène à apporter des réponses à tous les étudiants? Tout à l'heure, Joris parlait de l'autisme, puis des troubles du neurodéveloppement. J'ai discuté avec lui à la pause. Est-ce qu'on peut envisager de parler de neurodiversité ? Alors, on ne va pas faire de tout le monde des personnes à besoins particuliers, quoique. En tout cas, est-ce qu'on peut imaginer de sortir de nos catégories historiques largement médicales, là où nous, on veut travailler sur l'enseignement, avec des catégories qui pourraient plutôt répondre à des besoins particuliers, encore que, si on parle de besoins, ça veut dire qu'on va compenser des besoins, qu'on aura peut-être de grandes difficultés à rejoindre une pseudo-normalité. On peut peut-être aussi, comme le disait Cyrus, faire de notre handicap une force, parler d'autrement capable. Alors dans la vraie vie, très honnêtement, hein, moi j'étais prof à l'INSPE et bien avant dans d'autres structures, et on raconte que le handicap est une force, mais le handicap ça casse les pieds à tout le monde. Non, pardon, la diversité ça casse les pieds à tout le monde. Quand on est prof en amphi, et puis on a beaucoup de mal à prendre en compte la diversité. Donc le bouleversement est important. Mais on y croit vraiment. Je ne veux pas être long là-dessus, mais quand on pense à Noélia, peut-être l'avez-vous vu sur Internet, en Argentine, qui est devenue institutrice avec une trisomie. Quand elle raconte une histoire aux enfants de petites sections de maternelle, la trisomie va avec une empathie, des émotions incroyables. Quand elle raconte une histoire, mais c'est 100 fois mieux que quand moi je raconte une histoire. Donc très clairement, son handicap, il est une force. Et si Noélia est devenue institutrice, c'est qu'elle a pu aller à l'école, faire des études secondaires et aller à l'université, parce qu'elle n'a pas eu un diplôme adaptée parce qu'elle n'est pas capable. Non, elle est capable et elle le fait probablement bien mieux que moi en maternelle. Alors, en mathématiques, en terminale, je ne sais pas ce qu'elle est capable de faire, mais très clairement, moi non plus. Hein. Donc, chacun son boulot, chacun ses aptitudes, chacun sa voie. Et on a effectivement un enjeu très fort. Je vais peut-être changer de diapo.
et je reviendrai sur celle-là tout à l'heure, on a un enjeu très fort parce que voilà, l'UNESCO a placé le projet inclusif dans ses objectifs du développement durable. Assurer l'accès universel à un enseignement supérieur de qualité. Pour moi, c'est pas anodin du tout. D'abord parce que probablement la transformation de nos sociétés et leur pérennité passent par des projets inclusifs. Parce que Alain Bourg l'a dit, moi je suis vieux, je suis un ancien enseignant-chercheur et peut-être toujours un peu un chercheur. Okay. En fait, dans notre société, il y a de plus en plus de personnes avec des fragilités. Pour ne donner qu'un exemple, il y a plus de 15 millions de personnes qui vivent avec une maladie chronique. Et c'est une très bonne nouvelle. Si, parce que en fait, il y a plein de maladies dont on ne meurt plus et on peut vivre avec. C'est la même chose avec le handicap. Ça veut dire qu'on est tous plus ou moins touchés par une forme de fragilité. Si c'est pas vous, c'est pas loin de vous. Et donc, on ne peut plus imaginer une société qui considérerait les fragilités comme une cause de relégation. Les personnes veulent participer, contribuer, pas simplement bénéficier, mais aussi contribuer à la société, et la faire vivre et prendre leur place dedans. C'est une demande des personnes, on le sait bien, il y a de nombreux représentants associatifs ici, mais c'est une nécessité sociétale si on veut des sociétés pérennes. Et on le sait maintenant, on l'a bien vu depuis combien 1975, un collège obligatoire, puis 80% d'une classe d'âge au bac, largement atteint maintenant, et puis maintenant des enjeux sur l'université pour qu'effectivement notre université corresponde aux besoins de nos sociétés, de notre économie, où on a besoin de personnes avec des études universitaires. Donc l'enjeu, il est énorme et on doit travailler dans cette approche, me semble-t-il. Je ne m'éloigne pas du partenariat, hein, simplement juste pour préciser les choses dans ce cadre-là, dernier point, je disais tout à l'heure, passer des besoins des personnes aux besoins des professionnels, et il se trouve que dans nos recherches, on s'est aperçu assez rapidement, notamment avec des outils qu'on mobilise, ce sont ceux de l'ergonomie, c'est que ce changement de monde, cette évolution de la société, conduit chez les professionnels à des dilemmes. Protéger dans un environnement spécialisé ou faire participer comme tout le monde. Finalement, Cyrus, vous l'avez formulé. Est-ce qu'on peut continuer à vivre dans une université qui serait inclusive ou est-ce qu'on veut une université pour les sourds ? Peut-être pas que, mais qui aurait une valence, une dominance, etc. Et on voit bien que ce passage, loi de 75 protection, loi de 2005 participation, donc un changement de monde voulu par les familles, les associations, etc., chez les professionnels se transforme en un dilemme. Un dilemme, c'est une double injonction vécue comme paradoxale. Et un dilemme, c'est insoluble. Alors, je ne suis pas là pour plomber l'ambiance, simplement, vous voyez bien qu'à plein de moments, on est conduit à des formes de compromis qui sont mortifères. Et pour les personnes, parce qu'ils ont un peu leur place, mais pas complètement, et pour les professionnels qui ont l'impression de ne pas faire leur boulot, etc., etc. Donc, le problème, ce n'est pas de vivre avec le dilemme, c'est que le dilemme, finalement, il est un puissant vecteur de transformation, parce qu'il faut en sortir du dilemme. Donc, est-ce qu'on peut penser des environnements qui soient inclusifs et qui soient aussi protecteurs ? Tout à l'heure a été évoquée l'idée de la pédagogie universelle, sur laquelle vous avez travaillé, sauf erreur, l'an dernier. C'est un bel outil, parce qu'on peut penser des solutions qui permettent à des enseignants qui ont l'habitude d'enseigner dans des logiques de grands groupes, parce qu'on n'a pas trop le choix à l'université, d'avoir à la fois des approches efficaces, efficientes,
et acceptable. C'est-à-dire que ça fait partie du métier d'enseignant à l'université que d'être capable d'avoir une approche en grand groupe dont on a construit au préalable l'accessibilisation. Donc, j'en reviens à ce qui a été dit à la table ronde, la question c'est pas de faire quelque chose et d'après de trouver des remédiations, des aides, des accompagnements, mais de supprimer en amont les barrières. Et là, j'en viens clairement au partenariat. Je ne crois pas une seconde que les enseignants ou que quelques personnels de l'université que ce soit soient capables de faire ça seuls. Chacun son métier. Chacun son métier. Et il y a des gens qui connaissent bien le handicap, qui connaissent bien la difficulté scolaire, qui connaissent bien un certain nombre de problématiques. Et ensemble, on peut trouver des solutions qui sont inédites, qui ne préexistent pas, parce qu'on va les construire ensemble. Et donc, c'est cette vision-là du partenariat que je voudrais promouvoir devant vous, qu'on a travaillé assez lourdement avec ma comparse Corinne Mérini, qui nous permet effectivement de penser le travail collectif comme une forme de coaction, comme une forme de co-engagement, ce qui nous fait sortir de logiques assez anciennes, mais toujours présentes, héritées notamment de la compensation, où on va découper la personne en autant d'aide, d'accompagnement que de besoins. Parce que le travail collectif, il existe depuis fort longtemps. Jusqu'à quelle heure je vais... Vous avez faim, je suis sûr. Pardon ? 30 ? 30 sur l'intervention et après des 30 sur l'intervention. Mais partez pas, il y aura des questions. Donc, oui, voilà. Avoir une vision qui finalement... Là, je vais reprendre un modèle d'un sociologue, un autre Serge, qui est Serge Ebersold, qui a la chaire accessibilité au CNAM à Paris. En fait, il dit, finalement, on est sur des modèles qui sont centrés sur la personne. On s'est beaucoup battu dans l'école pour mettre la personne au centre. Ça a été important face à des visions où le savoir était là et puis on ne voyait plus les personnes. Il faut garder ça. La personne est au centre de nos préoccupations. Mais ce que je questionne et ce que questionne Serge Ebersold et Jean-Jacques Detreau avec un article en 2013, c'est de dire si la personne est au centre de notre action, on la découpe en autant d'interventions qu'elle a de besoins. Vous voyez, elle est, comment on dit, prise en charge. Ouais, c'est moyen. Et avec cette prise en charge, on a des personnes, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes qui n'arriveront jamais à l'université. Quand on est polyhandicapé et qu'on a jusqu'à 17 prises en charge par semaine, vous voyez, kiné, orthophoniste, psychologue, etc., et que son temps d'école, il va être réduit à 3 heures par semaine. Alors si on n'est pas handicapé, déjà on va le devenir, et puis on va jamais arriver à faire des études universitaires. Enfin, voilà. Donc en fait, on est encore dans cette vision extérieure où on vient à l'école quand on est capable et le temps qu'on est capable, parce qu'en plus on est fatigable. Donc il faut moins d'école. Ce à quoi ma collègue Sylvie Seb dit oui, c'est vrai, ce sont des personnes fatigables, objectivement. Donc il faut plus d'école. Il faut plus d'école parce qu'il faut que l'école aille plus doucement, soit plus respectueuse des temporalités des uns et des autres. Alors après, s'il y a besoin d'un travail en orthophonie, bienvenue. Enfin, moi, je ne suis pas dans le domaine du soin. Il y a certainement des besoins multiples, mais si chacun fait valoir son besoin et découpe la personne, on va avoir ce fractionnement, cette sorte de délégation, qui est une forme de travailler ensemble, mais qui est en rien de la, je sais pas quoi, collaboration, coopération, un système équitable de coopération, dit Serge Ebersold. Corinne Mérini parle de partenariat. En tout cas, des approches qu'on pourrait penser, si je garde le modèle de Serge Ebersold tout de suite, en mettant le devenir de la personne au centre.
Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est à la fois théorique, mais c'est très opérationnel. Hein. Se dire, cette personne, elle veut devenir vétérinaire, elle veut devenir enseignant, elle veut devenir ingénieur, etc. C'est ça son projet. Et ça peut s'exprimer en termes de devenir, c'est-à-dire une ligne d'horizon bien plus qu'un projet. Un projet, on va le fixer, on va avoir une méthodologie de projet, ça va nous permettre à tous d'agir, mais le devenir, il bouge. Je ne sais pas qui parmi vous a, comment dire, a travaillé dans le métier qu'il rêvait quand il avait 6 ans, 10 ans, 12 ans. Il n'y a pas grand monde, et c'est pas grave. On avance tous ensemble, vous voyez. Hein. Et donc, comment dire, cette ligne d'horizon mouvante, elle est nécessaire, et puis elle va nous mettre en travail. Elle va nous mettre au travail. Et puis évidemment, chacun autour, professionnel, va avoir ses propres objectifs. Si je suis soignant, j'ai des objectifs de soins. Si je suis enseignant, j'ai des objectifs d'enseignement. Si je suis éducateur, voilà. Donc, en fait, chacun ses objectifs dans des logiques qui, historiquement, étaient très fractionnées et très séparées, hein, qui facilitaient pas la réussite scolaire. Mon collègue Roland Guagou interrogeait un enfant au cours préparatoire, en lui disant « Est-ce que tu peux me lire cette phrase ?» Et cet enfant a cette réponse magique en disant « Est-ce que tu veux que je lise comme avec ma maman, comme avec la maîtresse ou comme avec l'orthophoniste ?» Alors il faut qu'on se parle. Voilà, s'il veut devenir instituteur, il n'y aura qu'une façon, enfin j'espère, de fonctionner, et peut-être plusieurs façons de lire, certes, mais voilà. Et puis autour de la table, il y a aussi la personne qui, si elle n'est plus au centre, devient acteur, co-acteur, co-constructrice de son projet. Et puis peut-être la famille, hein, qui, elle aussi, a son expertise, a son mot à dire dans cette logique-là. Donc, un système où, ben voilà, il y a des flèches partout, c'est bien compliqué, mais ça oblige les personnes à se parler, de ne pas être dans des relations univoques. Et ça, c'est fondamental pour moi, d'avoir un problème commun. Je vous soumets ça, c'est-à-dire que, en fait, de ce que je vois, puisqu'évidemment on réfléchit à une université inclusive, c'est avant tout les personnels de l'université qui sont en première ligne. Et les autres, ils sont où ? Je suis spécialiste de l'autisme, je viens, j'aide, autant que faire se peut, et après je repars, et on me rappelle si on a besoin d'aide. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en fait, il y a une espèce de position extérieure, c'est-à-dire que si j'aide parce que j'ai une compétence et que je repars, et puis je reviens aider s'il y a besoin, ça veut dire que je suis une espèce de sachant qui a la réponse et qui vient aider autant que nécessaire. Mais si je dis que, comme tout à l'heure, on va ensemble construire des réponses qui ne préexistent pas, ça suppose une autre vision. On est bien d'accord, on parlait d'autisme tout à l'heure, on est bien d'accord que aucun personnel de l'université va devenir spécialiste de l'autisme au point où il pourra travailler de manière experte avec des jeunes avec autisme. Par contre, on peut penser que tous les personnels de l'université connaissent bien leur travail, qu'il y a des gens qui connaissent bien l'autisme, et pas l'autisme en général, mais l'autisme de cette personne qui sera là, dont on discute et avec laquelle on travaille, et ensemble, on va trouver une réponse. Ce qui suppose qu'on est co-engagé. Vous voyez, dans les pays qui ont fait un peu plus de chemin, alors je ne sais pas à l'université, mais à l'école élémentaire, un enseignant spécialisé qui vient aider un enseignant en Italie, il devient co-titulaire de la classe. C'est-à-dire qu'il est co-responsable.
Il vient, il aide, mais il ne repart pas en disant « rappelle-moi si tu as besoin ». Non, on est co-engagé au service d'un projet, au service de ce devenir, voyez. Et donc, pour moi, les collectifs qui doivent se créer doivent être des collectifs qui sont en travail commun et qui bougent systématiquement. Si le spécialiste qui vient aider, il ne bouge pas, ça veut dire qu'il a la réponse. Eh bien, qu'il nous la donne. Mais à ma connaissance, on ne l'a pas. Voilà. Ce qu'on a, c'est des pistes qu'on va construire ensemble. Moi, quand un neuropsychologue me dit « les enseignants manquent de mémoire », je leur dis tout ce qu'ils doivent faire, je reviens au bout de 3 semaines, c'est pas fait. Venant d'un neuropsy, c'est bien qu'il doit savoir qu'il manque de mémoire. Mais non, pas une seconde. Simplement, ce qu'on demande à l'enseignant, il ne peut pas le faire. Vous voyez, ces situations où il y a un professionnel qui connaît bien le trouble, la difficulté, etc., qui va donner des conseils, mais à ma connaissance, qui ne sait pas faire cours, qui ne sait pas faire la classe, qui ne sait pas gérer une restauration, qui ne sait pas travailler dans une bibliothèque, etc., etc. Et donc, dans ce contexte-là, on a bien besoin du croisement des expertises permettant à chacun de faire valoir son métier, pour qu'à l'issue de la réunion, personne sorte avec la boule au ventre. Vous voyez ? Alors, tout ça, je le dis avec, comment dire, une grande modestie, parce que nous, quand on travaille sur le terrain, c'est grâce au terrain qu'on voit évoluer les choses. Cette vision historique où finalement, on a encore, parce qu'on est encore dans des catégorisations médicales, on a encore une vision où le sachant, il est dans le domaine du soin ou spécialiste d'un trouble ou d'une difficulté qui s'impose, vous voyez, et dans ce contexte-là, on va avoir effectivement des difficultés à mettre en place des espaces de co-construction parce que finalement, il y a des asymétries. Ces asymétries, elles posent problème parce que, évidemment, tout le monde ne peut pas faire valoir à égalité son point de vue. Le jour où les choses se sont débloquées avec un groupe d'enseignants spécialisés dans une recherche qu'on menait, c'est le jour où on a constaté que tout le monde était expert. Si il y a un accompagnant de personnes en situation de handicap à l'université ou ailleurs qui accompagne une personne en cours ou ailleurs. Au bout de 3 semaines avec cette personne, elle a une expertise que personne n'a. Les parents ont leur expertise, mais en situation familiale. Le prof, il a son expertise. Tout le monde a son expertise. Donc, l'idée, c'est bien de faire valoir les expertises, d'avoir un système, je reprends la phrase de Serge Ebersol, un système équitable de coopération, pour ne pas sortir des réunions la boule au ventre, parce que ce qu'on me demande de faire, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc, en fait, mettre en place des espaces, des constructions. On parlait tout à l'heure de formation. Hein, j'imagine, hein, Sylvie Canal l'a bien dit, il y a des temps de sensibilisation, on va rendre sensible aux différences, à permettre tout ce travail d'identification de ces besoins des personnes. Après, les formations qu'on essaye de promouvoir, Véronique Montangerin intervenait tout à l'heure, ce qu'on a mis en place sur Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont des formations croisées, c'est-à-dire prendre du temps ensemble pour construire des environnements inclusifs. Donc, en fait, investir dans l'accessibilisation. Vous voyez, penser en amont des réponses qui soient adaptées au mieux à tous et à chacun. Pas nécessairement tous et chacun déjà présents. Vous voyez, si vraiment on prend du temps, moi je suis prof, je travaille en physique, j'ai des TD, et j'ai la chance de prendre un temps comme ça dans un espace de co-formation, de formation, pour que mes supports de cours, pour que ma façon d'enseigner soit accessible à tous.
ça ne va pas se produire toutes les semaines, quoi. Ça va être un petit peu compliqué, j'ai un peu autre chose à faire. Donc tant qu'à passer cette journée-là, tout de suite, je n'ai pas de personne aveugle ou avec une basse vision dans mes cours. Mais ça pourrait venir. Est-ce que je peux adapter mes cours? Vous voyez, l'adaptation, elle est faite a priori. Je prends le temps, je mets de l'énergie et je fabrique un enseignement dans une logique d'accessibilité universelle. Donc on est bien sur des plans inclinés d'accessibilisation, ça nous vient de l'architecture, hein, l'accessibilité universelle. Mais on va évidemment parler aussi d'accessibilité sociale, pédagogique, didactique. Est-ce que mes contenus d'enseignement sont adaptés à ce que les personnes peuvent apprendre? Donc voilà, ça interroge aussi une université qui reste exclusive, puisque tout le monde n'y accède pas. Vous voyez, la question se pose un peu différemment jusqu'au lycée, puisqu'on a l'injonction d'accueillir tout le monde et de faire avec tout le monde. La question va se poser un petit peu différemment dans un contexte universitaire. Donc voilà, des difficultés, on en a tous, on en a toujours eu, mais qui se posent de manière un petit peu nouvelle. Comment on va supprimer les asymétries? Moi, si je fais venir un spécialiste de l'autisme, c'est pas pour qu'il me dise ce que je dois faire, c'est pour qu'il soit vigilant, pour qu'effectivement un certain nombre de besoins ou de règles qu'il connaît soient prises en compte dans mon enseignement. Juste pour aller au bout de mon idée, j'ai besoin d'un concept qu'en ergonomie on nomme épaisseur de l'activité. Tout le monde, qui que ce soit, a dans son travail de multiples façons de faire. C'est un principe fondamental. Et donc, souvent, en plus, quand je suis prof, je suis en train de raconter là qu'on va créer un enseignement, on va investir dans un enseignement inclusif. Je vais le faire 1 an, je vais le faire 2 ans, je vais le faire 3 ans, mais après, je ne vais pas le faire pareil. D'abord parce que la science a changé, mais aussi parce que moi, j'en aurais marre. Voilà. Et donc on change, on bouge, il y a une forme d'obsolescence, mais ça tombe bien, on a plein de façons de faire. J'arrive, j'ai prévu des photocopies, la photocopieuse ne marche pas, je repars pas chez moi en pleurant, je vais faire autrement, quoi. Parce que j'ai plein de façons de faire. Et tout le monde a plein de façons de faire. Et ces multiples façons de faire, elles sont les outils du travail collectif, parce que finalement, elles sont les outils de la co-construction. Le prof, il va dire, bah oui, moi, tu me dis, il y a une fatigabilité, donc je peux enseigner un peu moins longtemps, je peux faire comme ça et comme ça. Et peut-être que le spécialiste de, je sais pas, des troubles de TDAH va dire, oui, mais peut-être tu pourrais ajuster comme ça. Et le prof, il va changer, il va bouger dans sa façon de faire. Et le spécialiste des TDAH, qui n'est pas le sachant qui va dire la façon de faire, lui aussi, il a plusieurs façons de faire en disant, mais non, bah dans ce cas, peut-être tu pourrais aménager comme ça. Et ensemble, ils vont trouver la réponse. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que les réponses, elles ne préexistent pas. Parce qu'en amphi, ça ne sera pas pareil qu'en TD, que dans une matière, ça ne sera pas pareil que dans une autre, parce que probablement, en fonction des publics, de nos différentes contraintes, on va construire des réponses à chaque fois renouvelées. On va devoir conjuguer des temporalités. Le temps de nos étudiants, ce n'est pas nécessairement le temps de l'année universitaire, c'est comment on laisse des chances, comment ceux qui ont la chance d'avoir une reconnaissance du handicap, ils peuvent avoir des chances qui finalement pourraient peut-être être bien utiles à tous. Hein, on sait que l'accès au droit est quand même très inégalement réparti et qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'être reconnus handicapés. C'est un peu provocateur, mais voilà. Hein. On sait que nos établissements spécialisés voient une surreprésentation d'enfants, adolescents, jeunes adultes de milieux populaires. Donc l'accessibilité universelle, elle est aussi le gage d'une société démocratique bien au-delà des troubles ou des difficultés physiques. Voilà, faire sa place, négocier son point de vue dans un contexte, l'heure avance, dans laquelle il serait quand même
problématique de laisser aux acteurs de terrain la seule responsabilité de la mise en œuvre de ce projet inclusif. On a les devoirs, on a le devoir, la nécessité de créer l'organisation. Je ne vous fais pas l'affront comment dire, de dire que ça ne se fait pas avec les différents plans, les projets qui se mettent en œuvre, mais on a besoin de toucher nos cadres, l'ensemble des personnes en charge du pilotage, pour que justement les environnements, les transformations qui vont bien au-delà de la salle de cours. Vous voyez, la salle de cours, elle ne peut pas être inclusive si l'université, elle n'est pas inclusive. Donc, l'ensemble de ces dispositifs puissent fonctionner. Corinne Mérini, elle dit, le partenariat ne se décrète pas. Donc, ça a été dit tout à l'heure, des partenaires sur le papier, Amandine disait. Ben oui, parce qu'en fait, de quoi je parle tout de suite? Je ne parle pas d'un partenariat institutionnel qu'on signe et qu'on range, qui est nécessaire, hein, qui permet d'établir des conventions entre le médico-social, le sanitaire, l'école, tout ça. Mais en fait, de partenariat d'acteurs. Qui, lui, ne se décrète pas. Donc le problème, ce n'est pas de travailler en partenariat, c'est de créer les conditions du partenariat, d'identifier un problème reconnu comme commun, accessibiliser un enseignement, aider ce jeune pour qu'il ait sa place dans un logement et peut-être bien au-delà. Donc voilà, en fait, cette situation d'intermédiaire, c'est un espace de négociation, au sens où on va négocier sa place, on va négocier le sens de ce qu'on fait. Vous voyez, on va jouer des coudes parce que de situations où souvent chaque professionnel il était un peu tout seul dans son environnement, bah, il va falloir faire place, faire sens. Enfin, quand on se rencontre, la première chose qu'on fait dans nos formations croisées, c'est de mettre la même chose sur les mêmes mots. La notion de difficulté scolaire, je suis convaincu qu'elle n'a pas du tout le même sens entre un prof, un étudiant, quelqu'un qui vient accompagner, qui vient du secteur médico-social ou du secteur associatif, etc., etc. Donc, voilà une piste qui, pour moi, très concrètement, pour résumer, se traduit, comme ça a été dit tout à l'heure, par de la formation, au sens où on va non pas devenir chacun des super experts de super tout, mais une formation où on va apprendre à travailler ensemble, à collaborer de manière équitable. Voilà, je vous remercie. Alors, on va passer à un temps de questions, si vous voulez bien. On avait prévu 12h30, mais si vous êtes prêts à patienter pour manger un petit quart d'heure, nous pourrons comme ça échanger. Donc, des questions qui peuvent porter sur l'intervention de monsieur pardon, du coup, je vous appelle Ebersol. Thomasé, c'est l'autre. J'ai mélangé les Serges, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Et puis, éventuellement, des questions sur d'autres temps qui se sont déroulés dans la matinée, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire tout à l'heure. Donc, voilà, on vous écoute. Alors, levez le bras, la main, bien haut. Par ici, a bien la parole. Et puis, ensuite, on répondra à d'autres questions. Merci. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Donc, Véronique Luce, Université de Picardie-Jules Verne, déléguée handicap. Alors d'abord, merci pour tous ces échanges très riches et pour tous ces témoignages qui sont vraiment très, très intéressants et qui nous montrent tout le chemin qu'on a parcouru, mais surtout tout celui qui nous reste à parcourir. Et par rapport à l'intervention concernant notamment la présentation du forum pour les futurs étudiants, j'aurais aimé apporter peut-être un témoignage et une question. Est-ce que ça ne serait pas possible d'avoir un partenariat avec l'éducation nationale et les rectorats pour pouvoir proposer des actions au sein même des forums étudiants qui sont déjà organisés dans nos régions,
parce que tous les étudiants viennent, et comme on est dans l'inclusion, c'est important aussi qu'il n'y ait pas que ceux qui sont déjà repérés comme en situation de handicap qui puissent venir voir ce qui est mis en place pour eux, à la fois dans les établissements du supérieur, mais aussi dans les universités, mais aussi dans les grandes écoles. Parce que, en fait, on a essayé, nous, de prendre contact avec les associations de parents d'élèves et avec tous ceux qui organisaient le forum, et notamment l'étudiant, enfin voilà, plusieurs organismes qui pouvaient organiser, les DOIP, etc., qui pouvaient organiser ces forums étudiants. On a pu faire une intervention avec Unilassal, une intervention conjointe pour présenter les accompagnements qui étaient mis en place dans nos établissements, pour présenter le dispositif Atypie Friendly, etc. Mais on se rend compte que c'est quand même bien que ça puisse être aussi porté par nos institutions. Et comme on est dans la collaboration, là, je pense que c'est quelque chose qui devrait être porté au niveau national pour qu'on puisse intervenir auprès des fédérations des parents, auprès des organismes qui mettent en place ces forums pour être présents en même temps que, dans ces salons qui présentent tous les métiers à tous les étudiants en même temps. Je ne sais pas si c'est clair ma question. Voilà, est-ce que c'est possible? Oui, pas de souci. Alors, je ne sais pas si vous voulez... Non, c'est plus... Non, je demandais à Véronique Montangerand qui aura probablement des éléments de réponse. Voilà, je pense que Véronique est plus encore en ligne. Elle était tout à l'heure à la table ronde. Je ne sais pas si... Si, elle est là. Alors, elle souhaite répondre. Alors, je ne sais pas si la technique peut nous remettre Véronique en ligne. Merci Anaïs et Marie. Du coup, j'en profite pour vous présenter Marie, que je ne vous ai pas présentée encore tout à l'heure, qui est à côté d'Anaïs, qui travaille également dans le département et qui travaille sur tous les problèmes que vous n'arrivez pas à régler localement. Ça veut dire qu'elle règle les situations individuelles des étudiants qui nous remontent jusqu'au ministère. Normalement, on vous entend, Madame Montangerand. Alors, Véronique... Super, vas-y Véronique, on t'écoute. Merci Alain. Oui, alors pour répondre à la question qui vient d'être posée, je suis complètement d'accord. On a évidemment tout intérêt à mobiliser la totalité des élèves vers les forums ouverts à tous. Pour autant, c'est ce qui se passe dans notre académie. Nous incitons évidemment nos élèves à fréquenter les forums étudiants prévus pour tous les élèves, mais nous avons quand même trouvé nécessaire l'organisation de ce forum particulier parce qu'on y apporte vraiment ce discours sécurisant et rassurant pour inciter les jeunes à s'inscrire dans cette dynamique. Et vraiment, ce forum, il a pour but de lever, d'agir sur l'autocensure, en fait. C'est vraiment ça l'objectif. Et puis, je voulais dire qu'à Lyon, on a aussi d'autres offres qui sont faites en parallèle, en complément. On a notamment aussi une convention de partenariat avec Arpège qui est présent dans la salle. Et Arpège organise aussi chaque année un forum des métiers au sein duquel l'université est aussi présente. Et puis on a aussi une autre convention avec une entreprise qui s'appelle Andiagora, qui organise aussi un forum des métiers qui permet à tous les jeunes en situation de handicap, d'ailleurs qui s'engagent ou pas dans un cursus universitaire, de découvrir beaucoup de formations et beaucoup de possibilités d'insertion professionnelle. Et l'université est également présente dans ce forum Andiagora. Donc moi je crois, aujourd'hui, peut-être qu'un jour on peut espérer qu'on n'ait plus besoin de forum particulier puisque l'accessibilité universelle sera vraiment présente partout. Mais aujourd'hui, moi je crois qu'on a besoin de multiplier les informations pour lever les obstacles. Mais c'est peut-être qu'un passage. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, et c'était le propos que je voulais apporter en complément. Si, merci beaucoup. Alors, ce n'était pas pour supprimer ce forum, parce que je le trouve super, c'était juste pour renforcer l'action et pour aussi mobiliser les partenariats au moment, notamment avec le médico-social, la MDPH, etc., dans les forums classiques pour l'accès aux études universitaires. Voilà.
Oui. Et juste, je profite aussi de l'occasion par rapport à la langue des signes. Alors, c'est super et bravo à Cyrus pour la proposition d'université où on parle la langue des signes. Moi, je voulais juste soulever un problème par rapport à ça. Effectivement, dans les universités, en tout cas dans la nôtre, on a parfois du mal à accompagner les étudiants sourds parce qu'on a du mal aussi à trouver des interprètes. Parce que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas assez d'interprètes et que quand on en trouve, ils sont très chers. Et ça aussi, c'est une difficulté. C'est pas forcément qu'on n'est pas d'accord, enfin qu'on ne fait pas le même constat, vous voyez, avec le secteur médico-social, pour rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur, mais c'est que parfois la réponse à apporter, eh ben, on ne la trouve pas parce qu'on a d'autres blocages qui peuvent être des blocages financiers, mais aussi des blocages humains parce qu'on n'a pas suffisamment de personnes. Pareil pour les étudiants, je pense qu'il faut aussi les former à l'accompagnement parce qu'on n'a pas forcément tous les personnels ressources pour accompagner nos étudiants, comme par exemple les secrétaires d'examen, etc. Et là, on manque parfois aussi d'étudiants volontaires pour accompagner leurs camarades. Alors, je vais rebondir sur 2 points, si vous voulez bien. D'abord, sur les forums, comme Véronique a présenté un exemple de forum, ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui se déroulent en France, dans d'autres régions. Par exemple, je pense à la Lorraine ou Strasbourg, qui met en place déjà ces forums-là aussi. Sur les forums, après, au-delà des forums spécifiques, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'avoir des forums qui ont lieu de manière classique et dans lesquels s'intègre la dimension besoin particulier. Aujourd'hui, on a invité également, et je ne pense pas qu'ils soient autour de la table, mais ils sont à distance, puisque comme je vous le disais, vous êtes 150 ici présents, mais il y en a 150 personnes qui suivent aussi les interventions à distance, et nous avons invité tous les rectorats. Et tous les rectorats, ça veut dire qu'on a invité alors, les recteurs délégués à l'enseignement supérieur, comme celui qui est à Lyon, mais il n'y en a pas partout, il n'y en a que 7 en France. Donc dans d'autres rectorats, il y a au-delà des recteurs, il y a des responsables de l'enseignement supérieur dans les rectorats. Le ministère, il y a un peu plus d'un an, a délégué, le ministère de l'enseignement supérieur a délégué des postes en rectorat pour justement favoriser le lien entre l'enseignement scolaire, et pas que scolaire, mais l'enseignement en tout cas scolaire, et l'enseignement supérieur. C'est 37 postes qui ont été délégués partout. Donc il y a des personnes dans les rectorats qui sont en charge de ce lien, SCO-SUP. Et du coup, on les a invités à cette rencontre aujourd'hui pour qu'ils fassent du lien eux aussi, pour que d'abord ils se forment un peu à ces questions de besoins particuliers et de handicap. Donc moi je vous invite, quand vous êtes en établissement, à essayer de prendre contact avec ces personnes-là pour justement pouvoir créer des événements, soit des événements dédiés, soit vous intégrer dans des événements qui existent déjà, dans lesquels on va justement inclure cette dimension accessibilité et besoin d'accompagnement. Voilà, donc ça c'était le premier point sur lequel je voulais revenir au niveau du rectorat et de ce partenariat-là. Le deuxième volet, parce que tu as évoqué, Véronique, tout à l'heure, la question de la LSF, de la langue des signes française, comme Cyrus l'a évoqué tout à l'heure. Et eh bien, nous avons missionné quelqu'un actuellement au ministère qui s'appelle Marie Périni, qui est une enseignante-chercheuse qui travaille à Paris 8 et qui travaille sur la LSF et qui fait un travail là-dessus, justement, et qui va, alors pour l'instant, elle est en train de le faire, donc je ne peux pas vous donner le résultat de son travail, évidemment, mais qui est sur justement cette problématique métier. Parce que c'est une problématique métier, et là on a un double rôle, je dirais. Enfin, on a une place d'employeur, mais on a aussi une place de formateur. Donc ça veut dire que pour pouvoir employer des gens, il faut qu'ils soient formés en amont. Donc il faut que nous, on forme des personnes à la LSF, à la maîtrise de la langue des signes française, que derrière on pourra employer, embaucher dans différents cadres possibles. Donc Marie fait vraiment tout un travail là-dessus, de recherche sur les métiers, qu'est-ce qui existe déjà, et elle va faire des propositions au ministère sur ce point-là. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, par ici. Merci. Et puis tout là-haut, c'est Fabien, que je vois lever le doigt. Bonjour, Alexandro Porovecchio, chargé de mission handicap à l'Université du Littoral Côte d'Opale, depuis environ 15 minutes. Et le premier dossier dans lequel... Chargé mission handicap à l'Université du Littoral, le reste je répète pas. C'était une blague. Le premier dossier que j'ai dû traiter avec ma prise de mission, pas depuis 15 minutes, mais depuis un mois,
et un dossier sur des étudiants en doctorat. Or, je n'ai pas trouvé d'informations sur comment on traite, comment on accompagne, est-ce qu'il y a des normes, des règles, des protocoles de fonctionnement dans des situations assez délicates parce qu'ils ont le statut d'étudiant, mais également un salaire, éventuellement une bourse et des choses comme ça. Donc, il s'avère que certains d'entre eux vont aller à la soutenance bientôt. Et je fais quoi? C'est ça ma question. Bien, alors sur la question des docteurs, effectivement, on sait que c'est une problématique parce qu'il y a un double statut. Parfois, ils sont considérés comme des salariés, parfois des salariés ou des personnels de l'établissement, ou parfois ils sont considérés comme des étudiants. Je n'ai pas de réponse malheureusement très claire puisque certains établissements. Alors, Pierre va répondre. Alors, on va donner la parole à Pierre. Mais certains établissements, en plus, certains établissements les font suivre par le correspondant handicap et d'autres par le référent handicap. Parfois, c'est la même personne qui a la double casquette. Donc, voilà, c'est un peu la difficulté, c'est que tout dépend comment on considère la personne. C'est pour ça même dans les données que nous avons des données totalement, on le sait très bien, sous-estimées, parce qu'en fait, souvent, ils ne sont pas comptabilisés dans les étudiants, mais ils sont comptabilisés dans les personnels. Alors, Pierre, vas-y. Bonjour. Oui, souvent, les doctorants ont un contrat dans l'établissement dans lequel ils sont. Ce n'est pas toujours le cas, hein, mais souvent c'est le cas. Quand c'est le cas, il est généralement beaucoup plus pertinent de les accompagner côté personnel, parce que les leviers et les possibilités côté personnel sont plus fortes que les leviers et les possibilités côté étudiant. Donc, c'est aussi pour ça qu'on considère rarement les doctorants comme des étudiants, même s'ils le sont, parce que l'aide côté personnel va vous permettre de mieux les accompagner, d'autant plus que clairement, ils sont acteurs, ils sont membres du personnel, c'est là qu'on va avoir les outils. Et les aides financières, oui. Ben, tout dépend de l'argent, et là, il y a plus d'argent. Ah oui, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient une RQTH. S'ils ne l'ont pas, vous ne pouvez les accompagner que comme étudiants. Et donc, ça veut dire qu'avant qu'ils arrivent en doctorat, s'ils étaient déjà chez vous, ce qui n'est pas toujours le cas, mais s'ils étaient déjà chez vous, il faut leur avoir fait prendre leur RQTH avant. Et donc, tous les ateliers dont on a parlé ce matin, là, nos étudiants ne doivent pas sortir de chez nous sans avoir une RQTH s'ils souhaitent être accompagnés dans leur vie professionnelle. Ça ne doit plus arriver. Vous voyez, on parlait d'idem et d'expertise et de sachants un peu qui ne travaillent pas forcément ensemble ou qui ne font pas le lien. Je pense que là, sur les doctorants, le premier schéma où il y a chacun de son côté et il n'y a pas assez de flèches transversales fonctionnerait très bien. J'ai eu plein de questions sur l'accompagnement des doctorants du fait de ce double statut étudiant et salarié de l'université. Je pense qu'on peut prévoir un webinaire sur le sujet où on peut partager aussi des bonnes pratiques d'établissement. Et là, on est vraiment au cœur du sujet de comment on travaille autour d'un problème commun. Peut-être que le problème n'est pour le moment pas toujours commun dans les établissements. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Il y avait d'autres questions. Oui, alors Fabien, oui. Ouais, alors, si tu veux bien patienter 2 minutes, il y a des réactions sur la question de doctorants et après on donnera la parole. La question des doctorants. Alors Sylvie, et puis il y a Christelle derrière aussi qui avait des réactions, des choses à donner. Il y a toute la question administrative, mais aussi la question de former les profs par rapport à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Moi, j'accompagne que des personnes TSA en thèse, j'en ai 5. Donc il y a vraiment un travail à faire aussi avec les laboratoires, par rapport aux laboratoires, puisqu'ils sont rattachés à un laboratoire. Donc là aussi, il faut vraiment qu'on forme les laboratoires, les écoles doctorales, par rapport aux personnes en situation de handicap qui sont en thèse. Et là, Bertrand, je pense que tu peux aussi peut-être intervenir sur la question. Oui, enfin, je pense que le double statut est plutôt un avantage en général. Hein, et je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre Crescenzo sur le fait que le statut de salarié offre des avantages. Après, il ne faut pas oublier que ce sont quand même des étudiants qui, à un moment donné, vont passer un diplôme, ils vont passer en particulier une soutenance, et qu'il doit y avoir des aménagements qui peuvent être faits cette soutenance. Et pour le coup, sauf erreur de ma part, sous contrôle de la DGCIP, je pense que c'est bien la partie étudiante, en l'occurrence, qui est mobilisée, et pas tant la partie employée. Hein.
on est d'accord là-dessus. Et c'est là qu'il y a un risque, effectivement, parce que parfois les services handicap, du coup, ne suivent plus complètement. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un aménagement dans le cadre d'une thèse, sauf s'il y a une prolongation, mais la partie de la soutenance, ça peut être un vrai sujet. Bon, on l'a vu d'ailleurs avec les personnes qu'on a vues tout à l'heure. C'est évidemment des soutenances particulières qui doivent être mises en place, et puis ça peut être le cas sur beaucoup d'autres aspects. Peut-être juste, c'est l'occasion de dire qu'on a lancé un groupe de travail sur la question des personnels avec un trouble du neurodéveloppement dans l'enseignement supérieur à la recherche, et les personnels enseignants également dans l'éducation nationale, puisque nos étudiants, ils peuvent devenir dans cette situation-là. Donc si ça intéresse des personnes, voilà, vous pouvez nous le dire. Juste une petite chose en plus par rapport aux personnes, notamment TSA, aux doctorants, d'accompagner les enseignants ou les maîtres, les directeurs de thèse, parce qu'il peut y avoir des spécificités cognitives qui émergent au moment du passage à la thèse, où en fait on demande aux gens de faire des choses qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent, et donc être attentif pour soutenir les encadrants dans ce cadre-là. C'est aussi un aménagement plus pédagogique. Merci. Oui, bonjour. Je rebondis pas du tout sur les doctorants, c'est complètement une autre question, donc désolée, je profite du micro. Dans l'accompagnement des étudiants en général, côté plutôt stage, quand ils ont un stage à faire, on a la question en fait de la prise en compte des aménagements dans la structure accueillante qu'on pensait qui était couverte par la médecine du travail, mais pas du tout. On a eu des retours de nos partenaires entreprises et c'est pas le cas. Donc eh ben ouais, mais donc ben voilà. Du coup, il y a comme un trou dans la raquette en fait, et on ne sait pas du tout vers qui orienter les étudiants. Parce que voilà, la CHPE acte les aménagements pédagogiques, mais alors, sur les stagiaires, normalement, ce qui avait été justement, on avait fait intervenir 2 acteurs essentiels, qui sont l'AGFIP pour tout ce qui est emploi salarié et le FIPHFP pour tout ce qui est emploi public. Donc, si vous allez sur les sites de ces 2 organismes, normalement, ce sont des fonds qui collectent des fonds, mais qui aussi, du coup, utilisent ces fonds pour justement mettre en place des aménagements sur le temps de travail, cette fois. Donc, le stage est considéré comme un temps de travail. Alors, il y a des durées minimum. Je crois, il faut vérifier, mais de mémoire, c'est 1 mois. Donc, ça veut dire qu'au-delà d'1 mois, des aménagements peuvent être mis en place et peuvent être pris en charge soit par la GFIP, soit par le FIPHFP. Alors ça, on est clair, mais c'est OK, mais c'est la préconisation. Qui préconise les aménagements dans le médecin du travail pour les alternances. C'est pas clair chez nous. Hein. C'est pas clair du tout. Hein. Ah oui, qui préconise les aménagements? Parce qu'a priori... Oui. Logiquement, c'est ça. C'est effectivement le médecin du travail pour ce qui relève du travail. Et voilà. Mais le stage, c'est pas un employé, donc c'est pas fichu, mais... Ouais, parce que les médecins des centres de santé n'ont pas la connaissance des missions... Après, je ne suis pas sûr que ce soit une préconisation. Hein. Je pense que c'est plus un avis du médecin. Et derrière, pour moi, la responsabilité incombe à l'employeur. Alors, donc, du coup, c'est l'employeur qui doit mettre en place les aménagements. Mais ça, on pourra revenir vers la DGEFP, justement, donc le ministère du Travail, pour avoir des précisions sur cet élément-là. En tout cas, on note, et ça pourrait être tout à fait un sujet qu'on pourrait remettre à l'ordre du jour en format webinaire, parce qu'on voit que c'est une complexité. Oui, et je me souviens qu'il y avait eu des difficultés à Marseille. Alain, juste une considération extérieure là-dessus. Dans l'éducation nationale, on doit en être maintenant à 140 000 AESH. C'est devenu le 2e corps professionnel de l'éducation nationale, et il n'y en aura jamais assez. Hein. Donc, on voit bien cette embolisation d'un système où on passe la plupart de notre énergie à aider des élèves sans complètement transformer l'école. Et quand je vous entends, je me dis, vous êtes au début du tsunami. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 400 000 enfants avec une reconnaissance de handicap dans les écoles. Ça augmente de 10% par an. Et ils vont arriver à l'université. C'est déjà beaucoup, mais c'est rien à côté de ce qui va arriver. Donc, si on ne prend pas garde à réfléchir à la transformation des environnements, quand je vois le temps que vous passez pour chaque situation singulière, il y a un moment, ça ne pourra plus le faire. Donc voilà, investissons dans la transformation des environnements.
Merci. Alors Fabien, je te donne la parole. Oui, donc Fabien Goluet de 100% Dynamique. Alors rien à voir avec les échanges très pratico-pratiques. Là, d'abord, je voulais vous remercier pour cet exposé qui est vraiment édifiant. Et je voulais revenir sur votre propos liminaire et notamment les aspects sémantiques que vous avez évoqués sur le terme d'inclusion, qui est vraiment un terme piégé. Et Charles Gardou, qui a introduit il y a plus de 20 ans le concept de société inclusive en France, s'est très vite mis en croisade contre le terme d'inclusion parce qu'il est utilisé comme synonyme d'intégration, alors que le paradigme de société inclusive se pose en rupture avec la société de l'intégration. Donc je pense que sémantiquement, il faut qu'on travaille là-dessus. On y est habitué, c'est toujours difficile de se départir d'un terme qui a marqué un progrès quand même dans l'histoire de la gestion du handicap, mais vraiment l'expression inclusivité me semble beaucoup plus juste parce qu'elle traduit une démarche, une dynamique, et qu'on ne peut pas dire, par exemple, qu'on envoie un élève en inclusion quand on le met dans un dispositif Ulysse, parce que quand on dit ça, on dit le contraire des fondamentaux de la culture inclusive. Merci Fabien. Alors peut-être une dernière question, parce qu'on doit aller manger, justement, vous voyez, ça c'est en train de se préparer. Donc... Mais peut-être que vous avez tous faim et que donc du coup on va s'en tenir là pour ce matin. Et puis je vous remercie, on se retrouve à 14h dans le même amphi.